Dans les yeux. Si on était capable de se relier à la beauté qu'il y a derrière la musique, ça voudrait dire qu'on est capable de se relier à la beauté et à l'amour qui est d'abord et avant tout en nous. D'ailleurs, je crois que la beauté et l'amour sont mélodieux, en fait. Donc, c'est une sorte de musique qui va au-delà de la musique. Voilà. C'est cette beauté-là qui, à mon avis, sauvera le monde. Pour moi, l'observation que j'ai de l'univers, que j'ai des nombres, c'est une musique. C'est un rythme, c'est une harmonie. Tout est cycle. Aujourd'hui, on fuit ce qui est répétition parce qu'on a peur de la monotonie. Mais en fait, quand on regarde l'ordre qu'il y a dans l'univers, même s'il y a une immense liberté, il y a en même temps ces cycles immuables, le jour, la nuit, les saisons, les planètes. Et c'est cet merveilleux équilibre qu'il y a entre l'ordre, je n'ai pas envie de dire le chaos, mais en tout cas et la liberté, qui fait que, voilà, que la vie est vie, en fait. Lydia C'est beau, Gabor, hein. c'est beau, il parle bien, moi j'aime bien, Yves Ruhlmann, c'est son nom. Il va nous parler comme ça, équilibre, musique, mathématiques, un peu Voilà. philosophique. En fait, il a commencé par se former comme mathématicien, ensuite pianiste et compositeur. Il se met donc au piano tard, dit-il, c'est-à-dire à l'adolescence, comme pour conjurer le discours ambiant qui suggère de faire ses gammes dès l'âge de 3 ans. Il rattrapera d'ailleurs toutes ces années de gamme en une année et suivra le Conservatoire national supérieur de Lyon en cours régulier, ce qui est assez extraordinaire. Mais il est très déçu par le formatage des institutions de la musique classique qui semble tout ignorer du mot amour. Avec une majuscule, hein. Exactement. Il devient pianiste-compositeur freelance. Et ses recherches se nourrissent du beau, du vrai, du simple. Il s'oriente vers la musique thérapie et compose en Suisse auprès de l'école Art et Essence. Et sa vraie inspiration, ce sont les émotions qui font bouger l'univers. Donc Yves Ruhlmann se sent chez lui en Italie, notamment lors de son concert Concertino Amoroso, en hommage de Didier Lockwood. Et aujourd'hui, il se présente surtout comme compositeur, et son plus grand défi, c'est d'entendre jouer ses propres œuvres par un ensemble de musiciens classiques. Alors Lydia, je sais que vous le rencontrez près d'un piano, mais c'est où exactement ? Alors je le rencontre dans une salle de concert improvisée, dans une ferme magique près de Romont. Donc c'est un jeune homme un peu angélique, au sourire mélancolique, et il est justement près de son piano. Il improvise selon l'humeur du jour. Mais comment est le monde dans les yeux de notre musicien ? C'est un monde que la beauté de chacun finira par sauver, mais en attendant, l'univers nous envoie des leçons radicales pour qu'enfin l'homme comprenne la leçon. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Eh bien, une inspiration que je compose de manière intuitive au piano chaque jour et que je publie sur Instagram et YouTube. Alors pour moi, c'est une sorte de méditation et l'intention, c'est un partage. Voilà, un partage avec les autres, un petit moment de beauté pour la journée. Voilà. Et chaque jour, aujourd'hui, l'inspiration, c'est celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inspiré aujourd'hui ? Alors bon, aujourd'hui c'est l'énergie vraiment du lieu, de cette journée particulière avec cette conférence ce soir, les belles rencontres, un bon dîner, c'est voilà, la joie du partage, de la communion. Ouais. Et la musique peut dire tout ça. La musique le dit, mais elle le dit pas avec des mots. Je dirais qu'elle le dit de la même manière que parle une émotion, c'est-à-dire avec des vibrations. Combien d'années pour arriver à faire ce petit joujou ?
C'est-à-dire que, oui, j'aurais envie de dire qu'il faut beaucoup d'années, mais en même temps, j'aurais aussi envie de dire le contraire. C'est-à-dire, j'ai aussi envie de défendre l'idée que la musique est et reste accessible à tous. Est-ce que vous composez aussi des pièces plus longues ou plus complexes, je veux dire? Aujourd'hui, moi, je vois cet exercice de l'improvisation comme une extension de mon métier qui est celui de compositeur. C'est vraiment, pour moi, tout part de la composition. Le piano, c'est un moyen et que j'aime beaucoup dans cet exercice intuitif, puisque justement, il sort un petit peu des autoroutes neuronales toutes programmées, des circuits, voilà. Donc ça laisse la place à la surprise, à la vulnérabilité et d'une certaine manière à la grâce aussi. Quelque chose dans votre enfance, je dis bien, très tôt, vous prédestinez à aimer la musique? Et j'ai envie de dire une certaine nostalgie, c'est-à-dire je pense que j'ai toujours eu un émotionnel très riche. Et à l'âge de 15 ans, la musique est arrivée, enfin la musique a toujours été dans ma vie, mais à un moment donné, à l'âge de 15 ans, elle est arrivée un peu comme une expérience mystique. Je peux le dire comme ça, un peu comme une claque, une évidence qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, juste de beaucoup plus grand que ce que nous offre la fréquence dans laquelle on est, au métro, au boulot, dodo, etc. Et cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand est passée pour moi à travers la beauté et donc au travers de la musique. Voilà. Dans votre famille, on était musicien? Alors, au niveau de mon grand-père, un violoniste autodidacte, et mon père était mélomane, ce qui fait que depuis que je suis né, j'ai entendu énormément de répertoires. Et aussi de musique de film, notamment d'Ennio Morricone, qui a été un compositeur pour lequel j'ai eu une très grande affection et qui a été pendant un temps un idéal extérieur d'une quête intérieure. Vous avez baigné un peu dans ces... Par voie de fait et conséquence, je l'écoutais sans connaître son nom, sans connaître son œuvre. C'est-à-dire que pour moi, il passait entre un morceau de Mozart et un morceau de Vivaldi, et d'une manière tout à fait aussi indifférenciée, puisque justement, on apprend à mettre des frontières plus tard, mais en fait, les frontières n'existent pas, donc voilà. Mais vous avez commencé des études scientifiques. Oui, les nombres ont toujours été une musique. Donc mathématicien. Voilà, une musique qui pour moi était évidente, qui me demandait pas d'effort et dans laquelle j'étais simplement heureux. Vous étiez bon en maths? Oui, très bon. Oui, mais j'avais 20 de moyenne en seconde, donc je pense que c'est pas mal. Parce que pour vous, les maths, c'était un peu comme une musique. Oui, cette évidence, elle s'est imposée à moi, elle se continue à s'imposer à moi dans des travaux de recherche que je mène. Je vois vraiment les nombres comme une poésie, et je trouve cette même poésie dans la musique, et c'est pour moi ni plus ni moins la poésie qui est à l'œuvre dans l'univers, voilà, puisque tout est vibration, donc tout peut se rapporter à un nombre, surtout à des rapports de nombres entre eux. Vous m'avez dit que vous avez commencé la musique relativement tard, sur le coup de 18 ans. Alors, la première fois que j'ai eu un piano, c'était lors de mes études de musique. J'avais toujours joué avant sur des pianos. Voilà, quand on est pianiste, c'est pas gagné qu'on ait tout de suite un instrument qui soit le nôtre. Donc j'avais joué sur différents pianos au tout début de mes études. Et voilà, j'ai toujours ce piano Blondel de fabrication européenne qui m'accompagne. Mais je lui fais pas mal d'infidélité, comme tout pianiste. Je vais voir d'autres instruments. À un certain moment, vous avez abandonné les études universitaires de mathématiques et vous êtes allé dans d'autres études. Complètement. Du jour au lendemain, j'ai décidé que c'était pas trop tard pour la musique. C'est une petite voix intérieure qui me disait que voilà, ça c'était une erreur de penser que c'était trop tard. Et j'ai d'un seul coup quitté les études scientifiques pour me donner corps et âme à la musique. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré à l'université de musicologie à Lyon, où ils demandaient un niveau de 7-8 ans de conservatoire. Et la première année, je me suis donné la mission de rattraper tout ce retard. Et de telle sorte que l'année suivante, je rentrais effectivement en 3e cycle de conservatoire. Et dès l'année suivante, les gens ne savaient pas que j'avais pas commencé tout petit. À quel moment, justement, vous avez le sentiment que vous trouvez votre chemin? Au tout début, j'ai cru que c'était dans la musique de film. Que vous pouviez trouver. Trouver vraiment cet équilibre, j'ai envie de dire, un ciel et terre et horizontal, c'est-à-dire trouver
à la fois être dans des idéaux, mais en même temps être très concret et œuvrer pour une industrie, et voilà. Mais aujourd'hui, et des gens comme Morricone le diraient, il ne travaillerait plus aujourd'hui dans le monde du cinéma actuel. Il a énormément changé, les choses sont énormément codifiées, formatées, les critères commerciaux sont devenus beaucoup trop stricts. Et aujourd'hui, je ne souhaiterais pas travailler dans ça, parce que ça voudrait dire pour moi faire 95% de choses dans lesquelles je ne crois pas, pour avoir 5% de situations dans lesquelles je suis heureux. Et c'est pas possible. On vous reproche en fait que vous faites des choses harmonieuses et communicables. La musique classique, elle a trouvé, avec l'industrie du disque, une nécessité de sauvegarde en prétendant justement ne pas être comme les autres genres, commercial, facile, etc. Donc, on en arrive à l'extrême inverse, qui est que tout ce qui peut être simple et évident est comme étant suspicieux, comme étant quelque chose qui est fait pour plaire, ou quelque chose qui est fait pour séduire, ou pour faire de l'argent. Voilà, la musique facile, la musique, voilà. Et pour moi, on met de côté toute une dimension de la musique, et qui est ce que j'aime dans la musique. De Vivaldi jusqu'à Mozart jusqu'à Messiaen, il y a tôt ou tard cette simplicité et cette évidence et ce génie qui est là. On en parlait un petit peu hors micro avant, cette phrase d'Einstein qui dit il est aisé, pour n'importe quel esprit peut produire quelque chose de compliqué, mais il faut du génie pour faire quelque chose de simple. Comment est votre regard sur le quotidien ? Je dirais que voilà, il y a plusieurs manières de rentrer dans l'existence. Il y a une manière extrêmement physique, donc on se sert de nos sens, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc. C'est une manière, je dirais, très ancrée de rentrer dans l'existence. Ma manière, moi, de rentrer en lien avec l'existence, elle est beaucoup plus émotionnelle. Ce que j'aime vivre, c'est en lien à ce que je ressens. Donc c'est ressentir les gens, ressentir les situations, les lieux, les joies, les peines. Et c'est pour ça que, pour moi, la musique, j'en reviens sur la musique, et c'est un moyen, et c'est un merveilleux moyen, justement, de communiquer et de donner et de recevoir dans ce champ émotionnel-là. Et c'est pour ça que j'ai notamment développé un concept, parce que je savais pas comment le dire autrement, de la musique empathie, en un seul mot. Parce que, pour moi, vraiment, il y a cette dimension de mettre la musique au service donc de rentrer en résonance avec ce qui m'entoure. Et la plus belle chose qui m'entoure, c'est les autres, en fait. Donc c'est là que j'ai envie de mettre mon empathie, et que ce soit pour célébrer la vie, ou au contraire pour célébrer et accompagner une peine. C'est d'un point de vue émotionnel que je me ferai un chemin dans la vie de tous les jours. Musique émotion. Voilà, musique émotion. Comment est le monde dans vos yeux? La suite? Est-ce que le monde va à volo? Ce qui me rend optimiste, le fil conducteur, c'était cette phrase de Dostoïevski, qui pourtant n'était pas très optimiste, mais c'était cette phrase qui dit « La beauté sauvera le monde ». Et ça, c'est ma croyance la plus profonde, parce que la beauté, c'est bien sûr pour moi aujourd'hui, c'est la beauté de la musique, mais c'est bien au-delà de la beauté de la musique. C'est la beauté de chaque être humain, la beauté de chaque pensée d'amour et de gratitude qu'on peut avoir. Pour moi, il y a cette évidence que nos parts d'ombre sont toujours et seront toujours qu'un pâle reflet de la lumière qui est la vérité en nous. Voilà. Donc, par nature, je suis complètement optimiste. Mais en même temps, voilà, je sais que ça fait partie parfois de la pédagogie de se prendre un mur. Donc je suis pas tout à fait contre cet aspect pédagogique si nous permet de grandir. Voilà. Mais quelque part, vous intégrez dans cette vision la destruction comme une étape. Elle vous terrorise pas, vous voyez. Non. Il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui détruisent. Non, elle me terrorise absolument pas. Ceci dit, je ne souhaite absolument aucune forme de destruction, puisque je crois en la vie. Mais disons que pour moi, il y a un fil conducteur au-delà de notre vie individuelle. Je peux pas le dire autrement. Ma croyance, c'est la croyance en l'âme. Donc, voilà. Aujourd'hui, on vit cette expérience, et chacun joue le jeu du mieux qu'il peut et apprend un maximum de leçons, et voilà. Et puis si on n'apprend pas assez vite, la vie nous remet sur le droit chemin tôt ou tard.
Si on était capable de se relier à la beauté qu'il y a derrière la musique, ça voudrait dire qu'on est capable de se relier à la beauté et à l'amour qui est d'abord et avant tout en nous. D'ailleurs, je crois que la beauté et l'amour sont mélodieux, en fait. Donc, c'est une sorte de musique qui va au-delà de la musique. Voilà. C'est cette beauté-là qui, à mon avis, sauvera le monde. Pour moi, l'observation que j'ai de l'univers, que j'ai des nombres, c'est une musique, c'est un rythme, c'est une harmonie. Tout est cycle. Aujourd'hui, on fuit ce qui est répétition parce qu'on a peur de la monotonie, mais en fait, quand on regarde l'ordre qu'il y a dans l'univers, même s'il y a une immense liberté, il y a en même temps ces cycles immuables, le jour, la nuit, les saisons, les planètes, et c'est cet merveilleux équilibre qu'il y a entre l'ordre, j'ai pas envie de dire le chaos, mais en tout cas, et la liberté, qui fait que, voilà, que la vie est vie, en fait. Réalisation Bastien Meucli, Yves Roulman qui a sorti des disques évidemment, Lydia Gabor, comme Curiosa Pandora, s'il fallait n'en citer qu'un, qui, et il le disait, compose quotidiennement sur YouTube, donc on peut aller chercher, Yves Roulman, on va tomber sur son compte, et bien sûr des futurs concerts. Exactement, et je quitte donc la salle de concert improvisée dans cette ferme de la Glane fribourgeoise en laissant mon invité et son piano derrière moi. Déjà de nouvelles notes surgissent de sa rêverie. Un doux idéaliste, un mystique urbain, me diriez-vous. Et alors, ce sont peut-être eux qui sauveront le monde à force de l'aimer. C'est beau, Lydia.